Ça y est, après Scream, alias Scream 5, sorti il y a un peu plus d'un an, le fameux requel, assez largement conspué par les critiques et les spectateurs, même si, pour ma part, je n'étais pas son plus grand détracteur, et je vous invite à aller revoir ma vidéo sur le sujet si vous voulez en savoir plus, nous avons droit à un 6e épisode, sobrement intitulé Scream 6. Logique. Toujours réalisé par le même duo composé de Matt Bettinelli-Holpin et de Tyler Gillett, issu du collectif Radio Silence que, pour rappel, j'aime bien, nous sommes donc a priori dans la continuité du 5e avec tout ce que cela peut sous-entendre. Et donc, le film vient juste de sortir cette semaine et provoque déjà de nombreuses réactions sur la toile, mitigées dans l'ensemble, même si beaucoup déclarent le trouver bien meilleur que son prédécesseur. Est-ce mon cas ? Eh bien, nous allons voir ça ensemble dans cette vidéo, bien sûr. Bonsoir, amis de l'horreur, et bienvenue dans cette nouvelle critique glauque consacrée à Scream 6. Donc, comme dit il y a quelques secondes, notre duo de réalisateurs revient pour cette suite après avoir pris le relais de Wes Craven lors du 5e opus. Et c'est plutôt compréhensible, vu que, même si les critiques étaient en général assez dures en termes de box-office, Scream version 2022 avec 140 millions de dollars pour un budget de seulement 24 millions fut tout de même une belle réussite. Et si le Scream précédent était basé sous le signe du requel, un terme qui est déjà plus ou moins tombé dans l'oubli depuis, c'est dire à quel point il aura marqué le cinéma, si nos deux réalisateurs devaient se réapproprier la saga après la disparition de Wes Craven, devaient conquérir des fans et des spectateurs pas forcément acquis à leur cause, cette fois, ils avaient pour ainsi dire complètement le champ libre pour établir leur propre vision. D'autant que ce nouveau film, pour la première fois depuis le début de la saga, devait se passer de Neve Campbell, alias Sidney Prescott, la final girl ultime et absolue de Scream. À cause de mésententes au niveau de son contrat avec la Paramount, qui ne lui proposait pas assez d'argent pour justifier un énième retour dans Scream. Bon, ça ne veut pas dire qu'elle ne reviendra jamais dans la saga, ce qu'a d'ailleurs bien confirmé notre duo de réalisateurs, et je suis même assez persuadé qu'elle reviendra tôt ou tard. Et puis pour être honnête, pour eux, c'est peut-être finalement un mal pour un bien. Avec Sidney, plane toujours l'ombre de Craven, et avec l'ombre de Craven, celle des films précédents, et ça limite peut-être la marge de manœuvre de Radio Silence à cause de cette aura mythique dégagée par Sidney Campbell. Et par Craven. Sans Sidney, qui aurait peut-être dû mourir dans le 5 finalement, ça aurait pas été illogique en termes d'écriture, la place laissée aux deux nouvelles Final Girls, Tara et Sam, est plus importante et elles peuvent donc vraiment prendre la relève cette fois, et pas juste être au premier plan avec Sidney. Car même si Sidney est un personnage secondaire désormais, elle reste au premier plan dans la saga Scream, c'est sa saga. Donc son absence était peut-être finalement un bienfait pour le 6e film. N'en déplaise aux fans de Sidney, dont je fais plutôt partie. Enfin bon, avant d'aller plus loin dans les explications ou analyses, voyons ensemble ce que raconte ce Scream 6. 6e épisode tout de même. Nous retrouvons ici les 4 survivants du volet précédent, qui, après le dernier massacre de Woodsboro, ont quitté la petite ville pour rejoindre New York. Si Tara semble aller de l'avant en profitant de sa jeunesse, en suivant ses études, et tout le tout-team, Sam, elle, suit des thérapies et subit une campagne de diffamation active sur les réseaux sociaux, qui la tient pour responsable des derniers agissements de Ghostface. Évidemment, alors que les deux sœurs apprennent à gérer leur passé récent, un ou plusieurs, clin d'œil, nouveau tueur, va faire son apparition et va immédiatement annoncer la nouvelle tendance. S'en prendre aux deux sœurs, nouvelle cible des Ghostface. Déplacer l'intrigue des Scream jusqu'à la grosse pomme est plutôt une bonne idée. Et l'environnement urbain amène tout un tas d'éléments nouveaux au sein de la saga, et même du slasher en lui-même. D'ailleurs, le petit clin d'œil fait au début du film à Vendredi 13-8, souligne ce fait. C'est le seul épisode de la mythique franchise à nous avoir permis de voir Jason évoluer, lui aussi, à New York. Et faire le parallèle avec un autre slasher permet tout de suite d'évoquer l'une des caractéristiques majeures de la saga Scream, à savoir sa volonté à rester méta, à jouer avec les codes du cinéma, et souvent en particulier du slasher, et qui, depuis quelques années, évolue en même temps que ce sous-genre. Eh bien, je vais être honnête tout de suite, si c'est cet élément-là qui vous passionne le plus dans les films Scream, vous allez probablement être assez déçu avec cette énième suite, tant c'est l'épisode qui a le moins de choses intéressantes à dire à ce niveau-là. Mais c'est peut-être finalement un mal pour un bien.
Comme dans le volet précédent, c'est Mindy qui nous fait un exposé et nous explique donc tout ce que les scénaristes du film ont envie de nous proposer. Merci à elle d'accepter de nous lire le script. Je trouve cette scène encore moins bien gérée que dans le 5e, c'est très peu subtil, ça arrive trop tôt dans le métrage, et surtout, ce qu'elle a à raconter n'est pas très intéressant. Elle nous explique que cette fois, ils sont en plein dans une franchise, no shit Sherlock, ça fait quand même un moment que c'est le cas, et que du coup, en gros, il faut s'attendre à ce que tous les plans et agissements de Ghostface soient amplifiés. Pour résumer, en tant que bonne suite de franchise, on doit en mettre encore plus plein la vue. C'est assez faible comme concept, mais heureusement, ça va un petit peu plus loin que ça, et parmi toutes les notions exploitées, celle qui m'intéresse le plus est celle de l'héritage. Tout comme notre duo de réalisateurs, Ghostface mais aussi notre quatuor de personnages principaux sont des héritiers de Wes Craven, des Ghostface précédents et des survivants des autres films. Et cette thématique va être utilisée à tous les niveaux du film. Intrigue, mise en scène, évolution des personnages, discours, etc. Par exemple, Ghostface va semer les masques de ses prédécesseurs à chaque meurtre, et il y a cette fameuse salle de cinéma transformée en musée, voire en temple sacré à la gloire de Ghostface, avec les véritables costumes et armes de chaque assassin. En tant que dernier épisode en date d'une longue franchise, plutôt que de regarder ce qui se passe en dehors de Scream, cet épisode décide de puiser dans les éléments propres à sa saga, désormais suffisamment riche et mythique, avec son propre univers, son propre lore, et pourquoi pas. La frontière entre la réalité et la fiction est toujours assez floue, et ces hommages de personnages et du film aux événements des précédents volets est à la fois une représentation des fans de la saga et du slasher, que des amateurs de true crime et de murderabilia, ces objets liés à de véritables crimes et tueurs en série que certains aiment collectionner dans la vraie vie. La scène du métro, présente dans le trailer, va aussi en ce sens. Tous ces gens déguisés en Ghostface, à la fois un personnage de fiction pour le spectateur comme pour les personnages, puisque dans le film, il y a la saga fictive Stab, et un véritable costume de tueur, comme tous ces gens qui se déguisent maintenant en Dahmer ou en Bundy, après que des séries ou des films les aient rendus populaires. Mais même si tous ces éléments sont intéressants dans l'idée, le film ne les exploite pas assez. À l'image du discours de Mindy, c'est expédié à la va-vite, avec de gros sabots, et si de nombreuses possibilités intéressantes sont lancées par ces idées, aucune n'est vraiment suivie, et on se retrouve finalement avec un slasher relativement basique, alors qu'il se croit très différent, ce qui est même souligné par des dialogues qui parlent d'un stab pas comme les autres. La seule différence est incarnée par Ghostface, qui ne cherche pas ici à créer son propre nouveau film, en suivant ce qui se fait dans le cinéma d'horreur actuel, mais puise dans le background du tueur masqué pour éliminer nos personnages principaux. Et il n'hésite pas non plus à ajouter sa propre touche personnelle, parce que son but ultime, c'est de tuer nos personnages, pas de refaire un énième film. Donc pourquoi pas utiliser un shotgun dans une supérette, par exemple. Et en soi, cette idée aurait pu être beaucoup plus intéressante. La punchline de Ghostface à la fin de la grosse scène d'introduction était pleine de promesses. On s'en fiche des films. Mais finalement, ce n'est pas suffisamment exploité pour devenir autre chose qu'un nouveau gimmick au sein d'une franchise qui en a souvent exploité des gimmicks un peu rigolos mais sans plus. Par contre, cette scène d'introduction, parlons-en. Pour être honnête, c'est vraiment l'un des tout gros points forts du film. Attention, je ne vais pas mal la décrire, donc... Spoiler, tout ça, t'es prévenu. Nous avons droit à un début d'introduction très classique dans la saga, avec une victime jouée par une Samara Weaving resplendissante et un Ghostface bavard au téléphone qui vient parler de slasher et tout le bazar. Sauf que, surprise, une fois le meurtre exécuté, notre Ghostface enlève son masque, dévoile son visage, et nous le suivons jusque chez lui, où nous comprenons qu'avec son colocataire, ils ont prévu d'être les nouveaux Ghostface et d'éliminer Tara et Sam, pour continuer le film des tueurs précédents. Sauf que, malheureusement pour eux, leur plan sera contrecarré par un autre Ghostface, le vrai, celui que ce nouveau métrage va suivre, qui va les éliminer et prendre la relève. Cette scène d'intro proposait plein d'idées intéressantes. Déjà, le Ghostface qui révélait tout de suite son visage, c'était rafraîchissant, et ça avait le mérite d'interloquer. J'espérais presque que ce Scream allait abandonner le Wood Unit, et croyez-moi, on va en reparler dans cette vidéo du Wood Unit, pour prendre une autre dimension, peut-être plus proche du film de Psycho Killer, durant lequel on suivrait le tueur. Mais bon, on connaît la suite, Scream 6 ne prendra pas cette direction, mais cette intro a au moins le mérite de dire aux spectateurs que, cette fois, fini les ados tueurs fans de cinéma d'horreur, nous avons un meurtrier différent. Quel dommage que cette promesse ne soit finalement pas tenue. Ou en tout cas, n'aura que très peu d'impact sur ce que Scream 6 propose. Mais on en parlera plus en détail juste après, un peu plus tard. Au niveau de la violence graphique, l'un des gros points forts de Scream précédent, je m'attendais à quelque chose d'assez gore et brutal, surtout par rapport à ce à quoi la série nous a habitués. Rappelons que Radio Silence est issu d'un cinéma plus indépendant que les grosses prods à la Scream, et qu'il n'hésitait pas à faire couler le sang, dirons-nous. Et bien ici, c'est... décevant. Ghostface est brutal, certains meurtres sont plus violents que la moyenne des Scream, mais la plupart du temps, les impacts sont hors champ. Cela justifie en partie la classification en France déconseillée aux moins de 12 ans seulement.
Pour ma part, c'est un retour en arrière, et ce qui faisait partie de la patte artistique et esthétique de nos deux réalisateurs, cette violence, ce gore pas non plus exagéré, mais tout de même plus développé que dans les films précédents, très gentil de ce côté-là, et le fait de faire un peu marche arrière là-dessus a forcément un impact sur l'aspect visuel de Scream 6. Et c'est dommage. Les Scream ont pour moi toujours été trop sages de ce côté-là, surtout pour une saga qui prétend jouer avec les codes de l'horreur et plus particulièrement du slasher. Proposer des meurtres aussi fades, aussi gentillets, et oui, je conçois que c'est un début de phrase un peu bizarre, ça n'était pas à la hauteur, à mon sens. Et du coup, ici, nous sommes dans une espèce d'entre-deux, entre le body count trop gentil et frileux des 3 premiers films principalement, et celui un petit peu plus extrême, un petit peu plus osé du 5e opus. En gros, mais... Et puis surtout, et c'est dans la continuité de ma déception précédente, ce Scream 6 est vraiment frileux à l'idée de tuer ses personnages. Même s'il y a des raisons liées au côté méta, c'est hyper mal exécuté et ça donne encore plus l'impression d'un slasher un petit peu gentillet. En gros, nous avons plusieurs personnages importants qui se retrouvent bien sûr en face à face avec Ghostface, qui leur assène un certain nombre de coups, qui semblent bien mortels aux yeux des spectateurs, car bien souvent, nous avons vu tout un tas d'autres personnages mourir pour bien moins que ça. Et donc, des personnages qui devraient juste être déclarés morts, sont annoncés bien vivants à la fin du film, sans même une véritable scène qui leur est consacrée, juste au travers d'un dialogue ou un autre procédé similaire. Et en soi, ce n'est même pas le fait que ces personnages survivent qui est dommage, c'est plutôt la façon dont tout ça est mis en scène pour nous faire croire à leur mort, et en fait ces scènes ne donnent rien. Pas de mort, pas de conséquences, juste quelques égratignures. Ça diminue grandement l'impact de l'œuvre, même si tout ça n'est annoncé qu'à la fin, c'est un peu le coup du « en fait tout ça n'était qu'un rêve ». Un peu trop facile tout ça. Et que dire de Mindy qui gesticule et saute dans tous les sens alors que quelques scènes plus tôt elle agonisait. Et tout ça signifie souvent que les scènes d'attaque de Ghostface envers ces personnes ne servent pas à grand chose en soi. Elles n'ont pas de véritable impact, si ce n'est celui d'écarter temporairement les personnages victimes de l'intrigue, ou de créer un petit peu de tension, de suspense. Mais leur fonction principale est avant tout de brouiller les pistes de façon un petit peu frauduleuse par rapport au fameux whodunit. Et oui, on y reviendra, promis. Bah oui, il faut bien lancer le spectateur sur de fausses pistes et ces scènes servent principalement à ça. Mais du coup, c'est très artificiel et en fin de compte, ça donne la sensation d'un Ghostface très inconsistant, au body count impressionnant, certes sur le papier, mais sans beaucoup de personnages intéressants dans l'eau. Et avant d'entrer totalement dans la zone spoiler, car là, je me retiens encore un petit peu, je vous préviens, il y a tout de même pas mal d'éléments intéressants dans ce film. Le premier, selon moi, est sa gestion du divertissement et de la tension, en particulier dans sa première partie. Nous avons droit à quelques scènes assez brillantes à ce niveau-là, comme par exemple celle de l'échelle, sans trop en dire, durant laquelle, en plus, notre Ghostface se montre assez facétieux, pour notre plus grand plaisir. Et ce même si, encore une fois, nous avons droit à une protection assez absurde d'un personnage important durant la scène, pas très logique en termes d'écriture, ou même d'écriture de personnage, mais passons, on a compris. La scène de la supérette est pas mal non plus dans le genre, et même celle du métro, dans un tout autre style, instaure aussi une certaine tension, doublée d'une belle couche de paranoïa qui n'est pas pour me déplaire. Honnêtement, à ce niveau-là, le film est une bouffée d'air frais par rapport au précédent. Nous avons droit à plus de fun, à plus d'action, à plus de suspense, et bon, pour un slasher, c'est bon à prendre. Aussi, j'aimerais souligner une plutôt bonne utilisation de l'environnement urbain, de la grande ville, de New York fucking City, et ce, même si le tournage s'est fait au Canada en grande partie, ce qui est plutôt ironique. Déjà, il y a le côté où Ghostface n'est pas sacralisé dans cette ville, pas comme à Woodsboro forcément, mais surtout celui où il y a plein de gens, partout, plein de flics, mais pas pour autant plus d'aide pour nos personnages que dans leur petite ville natale. C'est une ville où les agressions, les meurtres, les crimes de façon générale sont légion, dont les habitants sont méfiants, ne se bousculent pas au portillon pour venir au secours de quelqu'un en difficulté, et cette solitude, malgré la foule, se ressent pas mal, notamment avec la scène du métro ou de la supérette encore une fois. Mais surtout, il y a plusieurs scènes, voire la quasi-totalité des scènes d'agression de Ghostface, en particulier sur nos deux personnages principaux, qui sont des allégories des dangers propres à ces grandes villes, principalement pour les femmes. Se faire suivre dans la rue, avoir l'impression d'être épié, être mal à l'aise dans le métro, être harcelé au téléphone ou sur les réseaux sociaux, se faire agresser dans une ruelle, dans les transports en commun, sur son campus. Et ce parallèle est amplifié par plusieurs dialogues durant lesquels le champ lexical du meurtre est comparable à celui du sexe violent, voire même du viol, et ça n'est évidemment pas anodin. Et je ne vais pas revenir sur le couteau, traditionnel substitut phallique, vous aurez compris l'idée. Puis, nous avons cette scène durant laquelle Tara, alcoolisée, est prête à suivre une espèce de lourdeau prêt à abuser d'elle, jusqu'à ce que tous ses amis s'interposent pour l'en empêcher, et qui est aussi un exemple du danger qui guette les femmes dans ce genre de situation. Enfin bon, des exemples de ce genre, il y en a des tas, mais ce qu'il faut retenir, c'est que ça permet de donner une double lecture intéressante au film.
En dehors de son côté slasher over the top, il y a une véritable violence, plus réaliste, plus vicieuse, plus insidieuse, et qui parlera certainement bien plus à un bon nombre de spectateurs et de spectatrices à qui ça rappellera un climat, voire certains souvenirs. La réalité, tout simplement. Une utilisation intéressante de New York, élément nouveau dans la saga, et ça c'est cool. Puis, en dehors de ça, au niveau technique, c'est correct. Même si je regrette un peu un découpage parfois un peu brouillon, qui rend les scènes d'action de temps en temps illisibles, et ce qui n'est pas aidé par les impacts en hors-champ dont j'ai parlé précédemment. Bref, le film est visuellement ce que l'on peut attendre d'une production de ce genre, ni plus ni moins. On va dire que ça va. Par contre, certaines choses m'ont particulièrement rebuté. Et là, il est temps d'en parler. Mais comme je vais en parler, je vais spoiler comme un gros cochon toute la fin du film. Donc si tu l'as pas vu, si tu veux pas te faire gâcher la surprise, divulgachage, tout ça, voilà, il va falloir passer ce passage. Vous êtes prévenus, faudra pas venir chouiner après. Voilà. Qu'est-ce que c'est que ce dernier acte complètement pété? Peut-être le pire de la franchise, alors que celui du film précédent était déjà goldé. La révélation de l'identité des Ghostface est abracadabrante, en plus de souligner pas mal d'incohérences si on commence un petit peu trop à réfléchir. Nous avons droit, pour la première fois, à un trio de tueurs. Oulala, quelle innovation! Déjà, ça, c'est un peu faiblard comme idée, mais pourquoi pas, ça vient donner suite à cette envie d'en donner plus aux spectateurs, soulignée par Mindy elle-même dans le film. Donc bon, encore une fois, pourquoi pas. Nos Ghostface sont donc le flic, Queen, sa fille censée être morte durant le film, et Ethan, son fils caché. Et nous apprenons qu'en plus, ils sont la famille de Richie, le tueur du Scream précédent. Et forcément, de telles révélations soulèvent de nombreuses interrogations. Comment personne ne pouvait être au courant que Richie était le fils d'un flic new-yorkais qui, comme par hasard, sera en charge de l'enquête sur Ghostface par la suite? Comment Queen a pu se faire passer pour morte auprès de toute la police new-yorkaise? Et ce n'est pas l'explication du film à ce sujet qui sera convaincante. On en parle de prothèses et de poches de sang, ainsi que des privilèges de flic de papa, mais non, ça ne fonctionne pas. Et comment Ethan a pu lui aussi cacher ses liens avec le reste de la famille? À la limite, chacun de ces éléments pris seul, pourquoi pas, et encore, mais tous ensemble, on n'y croit pas une seule seconde. Puis, les motivations, la vengeance, finalement, qui vient nous rappeler Maman Loomis, c'est bon, c'est creux, c'est facile, ce n'est pas très intéressant. Enfin, et là je réfléchis peut-être un petit peu trop, mais si ce sont vraiment les tueurs, il y a pas mal de meurtres qui deviennent juste complètement incohérents. Comme le nouveau compagnon de Gale, un colosse qui se fait tuer en 2-2 par l'un de nos deux gringalets, puis qui voit sa carcasse se faire balancer à travers une vitre. À la limite, si c'était le flic qui le tuait, je veux bien y croire, mais ce n'est pas possible puisqu'il était encore dans le parc avec Tara et Sam, qui volent d'ailleurs son véhicule. Ce sont donc bien ces gamins qui s'occupent de tuer cette montagne de muscles dont nous apprendrons d'ailleurs le nom grâce au générique de fin, tant ce n'est pas un véritable personnage. D'ailleurs, l'utilisation de ce nouvel environnement à ce niveau-là, New York City, une grande ville, laisse un petit peu à désirer, avec des personnages qui arrivent trop vite sur certains lieux, d'autres qui arrivent trop lentement, à l'image de Sam et de Tara qui arrivent avant les flics au domicile de Gale pendant qu'elle se fait agresser, alors que le FBI les avait mis sur écoute. Normalement, les flics auraient dû être là très très tôt. Enfin bon, passons, je me creuse trop la tête, je crois. Puis, pour revenir au dernier acte, nous avons la mise en scène qui se met à devenir un petit peu frauduleuse, dans l'espoir toujours de brouiller les pistes, notamment avec Kirby, personnage du 4e film qui revient ici en agent du FBI pas hyper convaincant, même si ça fait plaisir de la revoir, merci le fanservice. Notre flic essaie de faire croire à Sam que Kirby serait l'une des tueuses, et plus ou moins au même moment, nous avons Kirby qui jette un drôle de regard caméra, très suspect, alors qu'elle est toute seule, avant de disparaître de son côté, ce qui donne évidemment du sens aux allégations de notre flic en réalité méchant. Puis, nous apprenons que Kirby n'est pas Ghostface. Donc, comment expliquer cette séquence? Des moments comme ça, il y en a beaucoup trop, et c'est le signe d'un scénario pas très solide, entre autres, qu'il faut compenser artificiellement. Mais ça reste du détail par rapport à toutes les révélations rocambolesques de cet acte final ridicule, qui se tient pourtant dans un lieu hyper cool, le musée des Ghostface mentionné précédemment, et dont on ne tire pas assez de substance. Bon, je dirais quand même qu'au moins nous avons droit ici à des scènes où deux Ghostface apparaissent ensemble, en costume, ce qui a finalement été assez peu fait dans la saga, et c'est plutôt sympa. Puis, nous avons la scène où Sam récupère le couteau de Billy Loomis, son père, pour se défendre contre les nouveaux Ghostface, sympa aussi, mais dont on ne fait pas grand chose non plus. J'espère que Sam deviendra Ghostface un jour, mais la toute fin du film semble déjà nous prévenir que ce ne sera pas le cas, que son héritage est celui de Tara, pour en revenir à ce que je disais en début de vidéo, ne sera pas seulement négatif. Ah bah super! Sinon, je profite de cette zone spoiler pour également parler de Gale, seul rescapé du premier film et de tout le reste de la saga, qui est selon moi affreusement exploité.
En fait, Scream 6 joue sur nos attentes par rapport à elle, étant donné que Dewey est mort dans l'opus précédent et qu'on se demande quel traitement lui est réservé ici. Sauf que selon moi, c'est une impasse. Si on la tue, cela aura moins de valeur que Dewey, premier personnage à mourir, et si on la laisse survivre, ce qui est le cas ici, ça pose question quant à son utilité, puisque le personnage n'a pour ainsi dire aucun impact sur le film. Comme Ghostface le dira lui-même, elle est là pour la nostalgie. Pas ouf, même si j'aime toujours autant son thème musical. Voilà pour la zone spoiler, même si, normalement vous le savez, je ne suis pas de ceux qui croient au divulgachage. Mais j'ai pas envie de vous fâcher, je suis gentil. Bref, j'ai déjà beaucoup trop parlé dans toute cette vidéo. Conclusion. Il y a à boire et à manger dans Scream 6. Je n'en ai pas parlé plus tôt, mais Sam et Tara deviennent enfin de vrais personnages, de vrais Final Girl, ont un petit peu plus de charisme, d'aura que dans le film précédent. Et c'est triste à dire, mais c'est peut-être en partie dû à l'absence de Sidney, dont la présence aurait forcément diminué celle de nos deux protagonistes. Avec la prise d'assurance et d'importance de Sam et Tara, il devient clair que la succession de Craven et de ses personnages est assurée, qu'ils ont définitivement pris la série en main et que leur vision prime désormais sur celle de Craven, à qui ils rendaient hommage de façon trop appuyée et maladroite dans l'opus précédent. C'est globalement une bonne chose, même si on peut être en désaccord avec certaines de leurs idées et décisions, ce qui est mon cas. Mais pour être honnête, la première partie du film est étonnamment bonne. Il y a une nouvelle direction claire qui est annoncée, qui est intéressante, du rythme, de l'action, du suspense, un nouvel environnement plutôt sympa, mais au fur et à mesure du film, ça s'effrite jusqu'à un final complètement raté, à mon sens, qui m'a fait souffler et lever les yeux au ciel, et qui fait retomber la plupart des efforts du film comme un soufflet. Reste que c'est un bon divertissement, et c'est probablement le haut du panier du slasher actuel, mais je ne peux pas m'empêcher de trouver que c'est un gâchis, tant j'ai l'impression que nous sommes passés près de quelque chose de vraiment cool, et qui sortait un petit peu des sentiers battus. Finalement, ce Scream 6 n'avait pas grand chose à raconter et a basé toutes ses bonnes idées sur un gimmick dépassé, vu et revu. Dommage. Est-il meilleur que le 5 ? Je pense que oui, même si je suis pas d'accord avec les critiques les plus dures sur le 5e opus. Et voilà, c'est la fin de cette critique glauque, j'espère qu'elle vous aura plu. Dans tous les cas, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo, et d'ici là, surtout n'oubliez pas, si vous avez peur, c'est que vous êtes toujours en vie.